Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette quatrième édition du Lab FM, un lab qui se déroule, vous l'aurez constaté, dans des conditions un peu particulières compte tenu des mesures de confinement sanitaire. Alors comme chaque année depuis 4 ans maintenant, cet événement accompagne la sortie de notre numéro spécial FM, dont l'édition 2020 est consacrée à l'Hospitality Management, donc numéro spécial FM de Workplace Magazine, je précise. Donc l'Hospitality Management, sujet qui fera l'objet d'une deuxième webconférence ce matin également à 11 h. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien écoutez, je vous invite à le faire sur le site lelabfm.fr. Notez également que cette conférence est interactive, donc vous pourrez, n'hésitez pas à le faire, poser vos questions en direct à l'aide du module qui se trouve à droite de votre écran. Nous collecterons vos questions et nous les relayerons auprès des différents intervenants en fin de débat. Voilà. Alors, évidemment, nous ne pouvions pas parler aujourd'hui de Facility Management sans évoquer la réalité sanitaire, économique et sociale qui pèse actuellement sur la filière. Cette crise intervient au moment où le secteur est engagé dans une profonde réflexion sur son rôle et sa valeur, non plus seulement envisagée comme la promesse d'une simple réduction de dépenses pour le client, mais véritablement en tant que ressource immatérielle et servicielle. Alors, nous l'avons vu, effectivement, une des conséquences concrètes de cette pandémie a été de mettre en visibilité les métiers du FM, de rappeler à ceux qui en doutaient encore ou ceux qui refusaient de l'admettre, eh bien, la valeur de ces métiers, leur utilité économique, leur utilité sociale. 6 mois après ce premier confinement, que reste-t-il de la mise en lumière de ceux qu'on appelait alors les premiers de corvée? Eh bien, nous poserons la question à nos invités, alors que les perspectives économiques se sont dégradées depuis la rentrée. Et cette crise aujourd'hui fait craindre aux FMR une dégradation durable de leur marché, une dégradation aussi de leurs relations avec les donneurs d'ordre. D'autant que le choc, on le sait, dans le secteur risque d'être amplifié par les réflexes des clients, le retour, la réactivation de vieilles recettes d'économie qui passeront par la renégociation des contrats à la baisse ou encore par l'exigence de moins-value auprès des prestataires. Nous reviendrons bien sûr sur ces réalités, mais nous tenterons aussi de voir en quoi cette période de crise peut apporter quelque chose au FM. Et pour en discuter durant 1 heure ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir nos 5 invités. Bénédicte Joubert, bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice commerciale et marketing de Samsic FM. Bienvenue à vous. À distance, également avec nous, Pierre Germain, directeur commercial chez Engie Solutions Tertiaires et Proximité pour le sud de la France. Bienvenue. Christophe Leroy, bonjour, vous êtes délégué général du CPMI. Alors, bon, le CPMI, pour dire les choses simplement, c'est le syndicat professionnel du FM qui regroupe un peu plus d'une vingtaine d'entreprises du secteur aujourd'hui. Enfin, nous accueillons également ce matin Nicolas Cugier, directeur des services généraux du groupe Thales. Bonjour Nicolas, vous êtes également l'un des cofondateurs du CRDIA. Merci encore à vous 5 d'être présents avec nous ce matin. Et je vous propose de démarrer tout de suite par un tour de table. Je sais que l'exercice va pas forcément être très évident. Je vais vous demander à chacun de faire le point finalement sur la situation telle que vous l'avez connue depuis le début de cette crise, il y a 8 mois. Et Éric Lefio, je me tourne vers vous pour ainsi dire. Finalement, on a connu 3 mois de confinement avec un arrêt quasi total du pays. Ensuite, une reprise d'activité plutôt plus intense que prévu. Puis de nouveau aujourd'hui, un confinement, alors qui est certes moins étanche que le premier, mais qui détériore encore un peu plus les chiffres de l'économie et surtout la confiance des entreprises. Alors, encore une fois, je sais que l'exercice n'est pas évident, une synthèse de 8 mois, mais pour essayer de camper un peu la situation, comment avez-vous vécu ces 3 temps de crise? Comment les FMR ont été sollicités? Quelles sont les principales difficultés auxquelles il vous a fallu répondre? Bonjour. Alors, effectivement, on subit en fait des changements assez importants. Il y a 2 mois ou 3 mois,
j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur la crise en disant qu'on était dans une période de désidération après la période de sidération qu'on avait connue entre mars et mai. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire qu'on est en période de désidération, puisqu'en fait, a priori, à la crise économique qui se dessine, on voit effectivement la continuité d'une crise sanitaire qui est en train de se poursuivre. Donc, tout ça va très vite. Tout ça va très très vite. Ce qu'on peut simplement dire sur l'EFM, deux choses, en fait, deux événements. La première, c'est que évidemment les métiers de service et les métiers de facilité management d'une manière générale ont été évidemment impactés fortement en fait par cette crise sanitaire. Je relativiserai d'une certaine manière parce qu'on sait par rapport à d'autres que d'autres secteurs d'activité comme l'hôtellerie, le tourisme, l'aérien, restauration, etc., ça a été beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour ces métiers effectivement que pour les nôtres, même si ça a été compliqué. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est dire également que, en fait, pendant cette période, et on l'a rappelé tout à l'heure, pendant cette période, en fait, c'est là où les métiers de service et le facility management en général a pu montrer en fait sa visibilité, a pu être présent. Puisqu'en fait, pendant la période où beaucoup de collaborateurs, de clients, d'entreprises, etc., étaient en fait absents de leurs entreprises pour des raisons qu'on connaît parfaitement, il a fallu que l'AFM soit présent pour être et soit sur le pont, effectivement, pour assurer la poursuite de l'activité de nos clients et des entreprises d'une manière générale. Voilà. Pierre Germain, peut-être. Oui, je vais pas paraphraser Eric. Eric l'a bien précisé. C'est vrai que la crise que l'on a vécue et que l'on est encore en train de vivre a pas mal perturbé nos entreprises, quelles qu'elles soient. On a pu voir la nécessité du FM dans l'accompagnement de nos clients, dans cette capacité à pouvoir mettre en place un certain nombre de protocoles sanitaires spécifiques en fonction des types de sites et faire varier les organisations en fonction des activités des clients. Donc on a su, au travers de ces crises, accompagner nos clients dans cette transformation de nos métiers et de l'expertise qu'on pouvait leur apporter. Bénédicte Joubert, j'imagine également un retour en phase avec ce qui vient d'être dit. Oui, j'approuve absolument les deux propos. Je rajouterais que la période a été assez éreintante pour mon groupe, je pense, comme pour mes confrères. Période éreintante, mais en même temps, ça a été ces derniers mois, tous ces 6 à 8 derniers mois, une période également extrêmement enrichissante en termes d'apprentissage, parce que je pense qu'on a tous, avec humilité, beaucoup appris sur la notion de gestion de crise, sur notre capacité d'adaptation, sur la recherche de solutions à très court terme pour accompagner nos clients. Donc sur tous les aspects d'une entreprise, RH, QHSE, innovation, je pense qu'on a, avec encore une fois beaucoup de modestie, appris et on va continuer encore à apprendre. Alors Nicolas Cugier, j'imagine que on vous représentez un peu le client, le donneur d'ordre dans notre panel d'invités. Du point de vue de l'entreprise cliente, j'imagine qu'au sein du groupe Thales, on a mis en place le télétravail. J'imagine ensuite qu'il a fallu de nouveau réaccueillir les salariés dans les bureaux du groupe. Quels ont été les grands enjeux, vous en tant que client, et directeur des services généraux, dans la gestion, on va dire, de cette premiers 2 temps grands forts de la crise, qui ont été le confinement, puis ensuite le retour à l'activité? Très bien, merci. Alors d'abord, nous, on souhaite et on a remercié énormément nos prestataires et l'ensemble des prestataires qui, alors, par rapport aux annonces gouvernementales, sont peut-être pas dans la première ligne, mais sont dans la deuxième ligne. Hein. Je pense notamment à toutes les activités de nettoyage, de propreté et de gestion des déchets. Comme le disait l'ensemble des intervenants, après ce moment de sidération, désidération, et puis cette deuxième vague qui nous fait appréhender encore l'inédit, qui est un moment historique, historique pour l'EFM, puisque enfin on a non seulement pu mettre en visibilité les activités dites de FM, en tout cas de services aux environnements de travail, mais surtout on a pu démontrer leur valeur et leur crédibilité. Le cheminement que nous avons suivi chez Thales, je vais laisser la parole quelques minutes, ça a été au plus fort de la crise, sur la première vague, on va rester à la France. Sur les 43 000 postes de travail, nous avions 4 000 personnes dans nos sites, 4 000 salariés Thales, et il y avait encore 800
prestataires de facility management. Alors vous savez, tout le monde le sait que nous, on est en mode FM global avec Vinci Facilities, mais eux-mêmes ont des sous-traitants, notamment dans la propreté. Je pense notamment à Isor, GSF ou dans les déchets Paprec. Donc vous voyez, en termes de proportion, c'est intéressant de voir ces 800 versus 4000 au plus fort de la crise. Aujourd'hui, on a à peu près 25 à 30 000 salariés en fonction des jours sur nos sites, en fonction de l'intensité du télétravail, et on retrouve les 1200 salariés de nos prestataires sur les sites. Ce que l'on a fait tout de suite, c'est, pour tuer des faux débats, d'abord on a invité l'ensemble de nos prestataires à participer à nos centres de crise, évidemment, pour confiner, mettre en sécurité, déconfiner, et lors de cette deuxième vague, reconfiner partiellement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a fait un exercice extrêmement intéressant qui est dès le premier jour, dès le 19 mars, nos responsables gestion de site Thales et les responsables gestion de site Vinci ont noté jour après jour les prestations que l'on a arrêtées, les prestations qui ont été reconduites ou les prestations qu'il a fallu déployer face à cette nouveauté. Ce qui a représenté, et j'ai fait le bilan hier soir avant cette conférence, 1746 lignes, voilà, sur les 65 sites. Et pour parler très concrètement, sur un périmètre de contrat forfaitaire sur la période 19 mars 31 décembre, pour l'année, qui est de la classe de 58 millions d'euros sur cette période-là, il y a 2 millions, 1 million 937 de prestations en plus, il y a 1 million 027 de prestations en moins. Donc on a un bilan positif, on va dire comme ça, de environ 1 million de prestations en plus, dont plus de 72% sont représentés par des prestations de propreté, le reste des temps du nettoyage ou des prestations de CVC. Ce qui a été arrêté, c'est essentiellement des prestations d'accueil téléphonique, d'accueil physique et de déménagement et petits courriers. Voilà concrètement et très précisément le résultat à ce jour de la crise Covid 2019. Alors justement, Nicolas Cugier l'évoquait, l'intensification des opérations de propreté et d'hygiène. Est-ce que vous constatez, vous, peut-être à une échelle un peu plus globale, en tout cas chez vos clients, que les demandes des clients pour sécuriser davantage les sites du point de vue de la désinfection, du point de vue de l'hygiène, ont compensé d'une certaine manière l'arrêt ou en tout cas la réduction ou le ralentissement de certaines autres prestations ou activités? D'une manière générale, de toute façon, il a fallu faire des pas de côté en fait dans l'activité. Pardon, excusez-moi. Il a fallu faire des pas de côté dans l'activité et en fait, excusez-moi. Alors, faudrait rallumer votre micro, Eric. Oh. Voilà, je sais pas si vous m'entendez, Eric. Il faudrait juste rallumer votre micro. Oui, pardon, voilà. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est que les prestations de désinfection permettent de faire des pas de côté par rapport à l'activité, c'est clair. Ça a été le cas notamment dans les métiers de la propreté, ça a été le cas dans les métiers de la sécurité, qui ont sans doute peut-être un peu moins souffert que d'autres métiers comme la restauration ou les métiers d'accueil, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. On a su effectivement adapter en fait nos prestations par la désinfection, par le filtrage, par les prestations les protocoles de nettoyage, etc. On a su faire les pas de côté pour adapter nos métiers, c'est clair. D'accord. Du côté de Samsic, en plus, c'est votre cœur de métier. Enfin, historiquement, le cœur de métier du groupe. Est-ce que là aussi, il a fallu, j'imagine, être extrêmement réactif, être aux côtés de vos clients, les accompagner dans la mise en place de mesures, avec parfois peut-être des demandes un peu disproportionnées. On parlait de sidération, mais on sait effectivement qu'il a fallu réassurer les employés, en tout cas ceux qui n'étaient pas confinés chez eux. Je confirme, ça a été extrêmement compliqué au départ. Juste pour compléter le propos d'avant, également chez Samsic, on a dû faire face à une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 12% sur la propreté, mais qui a effectivement été en partie, je dis bien en partie, compensée par les opérations de désinfection
qu'évoquait Nicolas Cugier. Donc ça, c'est un fait. Donc oui, la période a été compliquée parce que la demande d'adaptation a été quasi immédiate. Adaptation des cahiers des charges en fonction des taux d'occupation qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés de 100 à 50 ou voire 0 dans la plupart des cas, si je parle du premier confinement. Donc c'est un exercice extrêmement compliqué pour les équipes opérationnelles sur le terrain que d'adapter des plannings parce que derrière, il y a des hommes, des femmes et des contrats voilà, derrière voilà, ça ne se fait pas aussi facilement, mais je pense que tout le monde y a fait face pour accompagner nos clients. Alors, justement, plusieurs l'ont évoqué, moi-même je l'évoquais en introduction, on a beaucoup parlé de cette mise en visibilité, finalement, de démontrer qu'il y avait une certaine ineptie à opposer ce qu'on appelle le front, hein, le back d'une part, et puis de l'autre côté le front, ou en tout cas ce qu'on appelle improprement le back, et à les opposer. Est-ce que finalement dans cette période-là, on va revenir peut-être après sur les sujets qui fâchent, mais déjà cette mise en valeur, cette mise en visibilité dont on a beaucoup parlé, dont il faut reconnaître qu'on parle un peu moins en ce moment. Est-ce que dans l'état de réflexion actuel du secteur, dont on sait qu'il est engagé dans la volonté de faire reconnaître sa valeur, au-delà simplement du facteur prix, du facteur économie, est-ce que ça a été l'occasion avec vos clients d'engager ou de resserrer des relations et effectivement de faire aussi un pas de côté dans les rapports qui s'établissent entre les clients d'un côté et les FMR de l'autre? Pierre Germain, peut-être sur ce point. Il n'y a pas une vraie réponse à la question, Bastien, parce qu'en fait, je veux dire, autant de clients, autant de solutions, autant d'engagement du client. Hein. Ouais. Pour rejoindre ce que disait Nicolas, c'est vrai que nos clients ont été en première ligne, nous avons été en deuxième ligne, on a couru beaucoup sur la mise en place des protocoles sanitaires, avec les atermoiements des gouvernements sur des stratégies, confinement, déconfinement et de process de traitement bactérien à mettre en place. Donc, il y a eu ça, la première cause qui a été compliquée à appréhender pour nous, FMR, et dans notre volonté de vouloir accompagner nos clients et de sécuriser, en fait, leur champ de la chaîne. Et après, maintenant qu'on ressort du confinement, enfin, on n'en ressort pas complètement puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'activité n'est pas retombée aussi basse qu'elle a pu l'être pendant les 2 mois du premier semestre, mais a quand même pas mal ralenti. On se rend compte que en fonction des typologies de clients, des typologies d'activités, les liens sont plus ou moins resserrés ou pas. Et la vraie volonté, hein, et on a pu en échanger, c'est cette volonté des entreprises de FM à être main dans la main avec les clients dans la façon dont on peut appréhender nos métiers et dans la façon dont on est capable de sortir du côté obscur vers le côté clair ou du côté back vers le côté front dans une logique d'accompagnement et de satisfaction utilisateur. Avant de passer la parole à Christophe Leroy, mais peut-être Nicolas, on sait qu'au-delà de vos activités de directeur des services généraux du groupe Thales, qui est déjà pas la moindre des charges, vous êtes particulièrement engagé aussi dans la constitution de ce qu'on a appelé un métier du FM. Donc je vous repose la question, est-ce que du coup cette mise en valeur, finalement, on s'est bien rendu compte là pendant quelques mois que la propreté, c'était pas seulement mettre en propreté quelques mètres carrés, que ça participait effectivement au maintien de l'activité des clients, que c'est un élément de sécurisation, de réassurance, même si le terme est pas très joli. Est-ce que finalement là, il n'y a pas une fenêtre qui s'est ouverte aussi pour le FM pour un moment parler réellement de la valeur de ces métiers, de ces activités qu'on dit souvent et malheureusement à faible valeur ajoutée? Alors, Bastien, je le crois complètement et modestement, je pense que nous l'avons mis en pratique chez Thales et je pense qu'on n'est pas les seuls. Lorsqu'on a, au début de la crise, invité notre prestataire FM, y compris avec quelques sous-traitants majeurs, à participer à nos cellules de crise, c'était à la fois pour qu'ils comprennent encore mieux nos métiers et que nous comprenions encore mieux leurs métiers et que nous envisagions ensemble de trouver des bonnes solutions. Alors, il y a beaucoup de prestataires autour de la table au sein du contrat déjà défini. En gros, le contrat n'a pas été un frein. Dans mon métier, ce qu'on appelle les SCD n'ont pas été réouverts pour savoir si c'était inclus, pas inclus. On s'est dit, attendez, on a un contrat sur plusieurs années dans un forfait, on raisonne dans un forfait. On va d'une part lister les plus et les moins, pourquoi pas, mais surtout, encore plus important, on va ensemble définir quelles sont les prestations qui nous sont utiles. Et Thales s'est retrouvé dans la situation
de beaucoup de donneurs d'ordre, qui consistait à dire il ne suffit pas simplement de nettoyer ou désinfecter les sites, il faut que nous organisions des prestations pour rassurer et faire revenir nos salariés, maintenir les activités et surtout les redémarrer. Au même titre que nous-mêmes, on s'est intéressé encore plus que par le passé à la façon dont les prestataires étaient organisés pour savoir comment ils allaient organiser, faire venir les personnels sur le site, comment nous-mêmes nous pouvions accueillir ces personnels sur le site, voire même organiser des restaurations pour éviter qu'ils passent trop de temps dans les transports compte tenu de l'intensité de la crise sanitaire, et puis comprendre ce dont ils avaient besoin, à la fois lié à leur métier et probablement lié aux typologies d'interaction avec les occupants de Thales. On dit non mais attendez, les gens qui nettoient ne sont pas des gens qui doivent aussi être infectés par des personnels Thales. Donc comment on organise cette relation? Et en ce sens-là, la crise Covid a probablement été et est encore une fenêtre, une façon d'éclairer et d'organiser des modalités qui nous permettent de mieux travailler ensemble. Alors, très axé crise Covid sur ce que j'appellerais la sécurité sanitaire, le nettoyage, la désinfection, mais on voit bien toutes les interactions. On a aussi des immeubles de grande hauteur sur la partie CVC, sur la partie chauffe. On commence à apercevoir les interactions sur la partie gardiennage. Alors, je sais qu'ici, le sujet, c'est plus le FM, mais il y a quand même des interactions sur la partie gardiennage et des interactions avec la restauration. Alors, Christophe Leroy, on l'a dit, finalement, il y a aussi clairement une mise en valeur du métier, puis aussi cette notion qui est fondamentale lorsqu'on parle du FM, qui est cette notion de pilotage. Et on sait bien que durant ces 3 mois de crise, il a fallu trouver les masques, il a fallu mobiliser les personnels, il a fallu mobiliser les moyens, les organiser. Finalement, du point de vue des adhérents du CIPEMI, est-ce que là, ça n'a pas été un peu l'épreuve de vérité, hein, le FM effectivement mis face à ses promesses et à ses capacités de les tenir dans une situation qui à la fois révélait effectivement ses valeurs, mais qui à la fois les mettait au défi de les mettre en place. Oui, alors simplement, tout le monde a parlé, et à juste titre, en fait, de sidération dans un premier temps. Moi, je vais essayer de partir sur une note un peu plus positive en parlant de considération. Lorsque la crise sanitaire a eu lieu et nous a tous frappés, le CIPEMI, en fait, dans son écosystème le plus évident, s'est rapproché des autres fédérations, notamment de services, pour voir comment on pouvait avancer ensemble, justement, puisque l'opinion publique, dans son ensemble, mettait en valeur les qualités des hommes et des femmes qui étaient sur le terrain pendant que nous étions confinés. Donc, je parlerai de considération parce qu'en fait, c'est très important, puisqu'on a un peu tendance aujourd'hui à l'oublier, étant donné que la crise économique a pris le pas sur la crise sanitaire. Et de l'ensemble de nos adhérents au CIPEMI, ce que l'on peut entendre, c'est qu'à partir du moment où le partenariat, parce que c'est véritablement un partenariat, c'est évidemment sous la base de signature de contrat, mais à partir du moment où le partenariat est compréhensible, et là je rejoins ce que disait Nicolas tout à l'heure, à savoir que les acteurs s'appréhendent de manière intelligente, on s'est aperçu que dans une situation complètement nouvelle, le FMR et donc notamment son pilotage, puisque le pilotage est externalisé, ce pourquoi nous militons depuis pas mal de temps, est la clé et la solution. On s'aperçoit que les retours terrain sont positifs, à savoir que le FM a répondu à cette situation inédite, a répondu aux exigences qui étaient imposées non pas par le client, mais par la crise économique ambiante, et à partir de ce moment-là, a trouvé des solutions qui n'étaient pas forcément envisagées contractuellement et donc juridiquement, mais a pu avancer avec son client dans le bon sens. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant et dire que peut-être que le Covid, finalement, va nous permettre d'accélérer un peu le processus de rapprochement philosophique, je dirais, entre les deux entités que sont d'une part le client et d'autre part le prestataire, pour s'appréhender de manière, je dirais, intelligente, pour se comprendre et pour avancer effectivement dans le même sens. Donc, de ce point de vue-là et du point de vue du pilotage externalisé, nous avons encore beaucoup de retours positifs aujourd'hui, et alors qu'on nous avait remercié lors de la première vague, on nous remercie bien évidemment encore plus lors de la seconde, puisque le travail a été effectué, et je pense que l'ensemble des clients dans ce cas-là sont véritablement satisfaits. Alors,
Juste un point qui a été évoqué à la fois par vous, je pense Christophe Leroy et également Nicolas Cugier, alors qu'on a perdu Éric Lefio, je crois, mais il va revenir. Ce fameux contrat, ce contrat dont on parle beaucoup dans le FM et dont on parle pas toujours en bien, mais comme un élément un petit peu qui bride la relation. Ce fameux contrat, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas un frein, si j'ai bien compris, à la mise en place et à la réactivité. Est-ce que finalement, voilà, il faut aussi, en tout cas, faire déjà ce bilan-là que le contrat n'est pas une limitation absolue à la mise en place de nouvelles formes de coopération sur les sites. Non, mais c'est pour ça. Excusez-moi 2 secondes. Non, c'est pour ça que je parle en fait de véritables partenariats. Je pense que le contrat débouche bien évidemment sur une prestation, mais au-delà, doit se développer dans le cadre d'un partenariat, justement, pour faire face à ces situations inédites. Alors, c'est la crise Covid aujourd'hui, ça sera peut-être autre chose demain, peu importe. Mais à partir du moment où les 2 acteurs se comprennent, ils peuvent véritablement travailler ensemble et donc résoudre les problèmes qui étaient jusqu'à présent inédits. Oui, Pierre, je vous en prie. Excuse-moi, Bastien. Juste, je ne pense pas qu'il faille opposer contrat et crise sanitaire. Je pense que le contrat est là pour organiser une relation entre un fournisseur et un client dans le mode de fonctionnement tel que l'on doit l'avoir, sur un certain nombre d'indicateurs, qu'ils soient aussi bien financiers que de prestations à réaliser. Je pense que le partenariat, comme en parlait Christophe, s'est mis en place réellement par rapport à une crise inédite que nous avons tous traversée et que tout le monde a su passer au-delà de ce contrat par rapport à ce que nous devions apporter à nos clients dans la façon de les accompagner. Je pense que c'était le moment où il fallait être capable de sortir de ce côté contractuel pour pouvoir être en mise en place une organisation adaptée à nos clients, de les faire évoluer. Et après, le contrat, lui, vit sa vie quand on reviendra dans des situations de fonctionnement normales. Mais je pense qu'il ne faut pas dire que le contrat est une contrainte, mais il est là pour gérer une relation. Si je peux pas t'ajouter quelque chose, je trouve que la période a été agi comme en chimie comme un révélateur de la nature des relations que l'on a avec nos clients. Heureusement, et à l'image de Nicolas Cugier, la plupart des relations avec la plupart de nos clients se sont révélés dans une véritable relation de partenariat. Et heureusement, et on a pu donc tous se parler, adapter et faire les efforts d'adaptation nécessaires. Mais il y a quand même eu, il faut le dire aussi, quelques clients dont on a pu voir la vraie nature, en tout cas dans quelle façon ils s'inscrivaient dans cette relation. Et très clairement, pour une poignée d'entre eux, heureusement limitée, mais c'était intéressant de le découvrir, dans une relation très client-fournisseur, pas de discussion possible. Et dans un contexte qui était particulièrement compliqué, ça n'a pas été forcément super agréable. Mais heureusement, ça reste une poignée. Mais en tout cas, voilà, ça a été un révélateur de la façon dont on pouvait concevoir le contrat et la nature de la relation. Oui, Nicolas, un mot. Oui, le contrat, en fait, définit les termes de l'échange. Vous avez certains clients qui ont un terme de l'échange basé sur le rapport de force, ce que dit Bénédicte. Et donc, en cas de situation nouvelle, eh bien, le rapport de force change, et peut-être ou en faveur du client ou en faveur du fournisseur. On peut aussi imaginer, c'est ce que nombreux ont organisé, des contrats qui fixent des termes de l'échange au sens d'une gouvernance partagée, en disant voilà, on va gouverner ensemble, finalement, même plus la prestation, mais peut-être le résultat de cette prestation. Et c'est comme ça que vous avez des situations où la relation entre client et fournisseur a une forme de maturité, et en cas de situation nouvelle, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus résilient. On est capable ensemble de trouver des solutions nouvelles. C'est ce que disait Christophe. Le contrat, c'est juste le terrain de jeu que l'on a défini ensemble. Il est ni un frein ni un levier. Ça dépend comment on souhaite l'organiser. Au-delà du contrat, les vrais leviers, les vraies lignes de force, ce sont les gouvernances, c'est-à-dire les modalités pratiques qui permettent de traduire ce qu'il faut faire. Et au moment T et à l'instant T et d'un commun accord. La particularité d'une activité de prestation de service, c'est qu'elle est faiblement reproductible. C'est toujours une situation très différente. C'est l'été, c'est l'hiver, il fait chaud, il fait froid, il y a la crise Covid, il y a du monde, il y a personne. Voilà, c'est au cas par cas. C'est toute cette subtilité, ce que certains appellent la pertinence située, qui fait la valeur de
de ce service, de cette gouvernance. Moi, j'aime beaucoup les situations où finalement, en cas de crise Covid, les gens ne vont pas réouvrir le contrat. Au contraire, ils disent, bon, le contrat est là, très bien, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Le contrat ne te dit pas qu'il faut travailler ensemble. Il organise. Alors, on a évoqué finalement ce contexte de crise, hein, ce moment où effectivement on sort de la normalité des choses et effectivement il faut aussi parer à ce principe de réalité qui suppose aussi effectivement de mettre au défi la relation entre le client et son prestataire, mais comme depuis quelques mois on est revenu, je dirais, à sans doute un mode relationnel plus classique et finalement alors que Éric Lefio nous a j'espère qu'on va le retrouver, mais me disait en préparation de cette table ronde qu'il a fallu commencer par réagir sur le front sanitaire et qu'aujourd'hui maintenant les entreprises prestataires, les FME, doivent être à la fois sur le front sanitaire et sur le front économique. Donc, depuis le confinement, comment réagissent vos clients une fois que le confinement a été levé, que les salariés ont pu revenir sur site, alors avec un certain nombre de précautions, et qu'on a sans doute plus parlé de la crise économique que de la crise sanitaire, ou qu'en tout cas cette crise économique est clairement redevenue dans les priorités des clients. Comment se comportent-ils avec vous ? Alors, personne ne s'empresse pour répondre. Si, Pierre. Je suis fournisseur. Globalement, on est revenu, à la sortie de la crise, on est revenu sur un mode de fonctionnement quasi équivalent à ce qu'on avait pu connaître par avant. Et la mise en place des modes de fonctionnement tels qu'ils ont pu être établis contractuellement, avec quelques adaptations par rapport à des modes de fonctionnement spécifiques, aussi bien d'un point de vue technique sur la ventilation des locaux, sur la mise en place de processus et procédures spécifiques à ce fonctionnement-là, mais aussi sur les aspects serviciels qui sont renforcés, certaines opérations de nettoyage dans certaines zones, limiter les accès sur certaines zones, enfin, etc. Donc, on a retravaillé avec nos clients, on est revenu à des modes de fonctionnement quasi équivalents à ceux qu'on avait pu avoir avant la crise sanitaire. À un point spécifique, puisqu'on était en réduction d'effectifs, certaines entreprises ont pu bénéficier du chômage partiel. Certains clients ont demandé un certain nombre d'avoirs liés à des prestations non réalisées, dans le cadre d'une réduction d'activité liée à 2 mois d'arrêt d'activité, enfin de fonctionnement des sites. Donc, on a une grosse partie des clients qui ont quand même fait en sorte de redémarrer les contrats tels qu'ils ont pu l'être, et quelques clients, et je rejoins un peu ce que disait Bénédicte tout à l'heure, une poignée de clients qui sont venus nous réclamer de l'argent parce que les sites ont été à l'arrêt, les techniciens, les opérateurs de services, les services d'accueil n'étaient pas présents, et c'est cette relation-là qui a été remise en place depuis la fin de la crise, on va dire. Bénédicte Joubert. Je partage évidemment ce que dit Pierre. Je pourrais juste rajouter, si on se met dans le point de vue plus commercial par rapport à la notion d'appel d'offres, peut-être, il y a une pression effectivement économique que l'on sent poindre. Elle est encore un peu, c'est encore un peu pour la confirmer. Ce qui est sûr, c'est que ces derniers mois, les entreprises ont dû faire face à des dépenses qui n'étaient pas budgétées de leur côté, et typiquement les dépenses qu'évoquait Nicolas de désinfection de manière ponctuelle, de mise en place de régie propreté pour les points de contact. Donc toutes ces dépenses n'ont pas été anticipées. Et on commence, en tout cas, à avoir la sensation dans les contrats, qu'il s'agit de renouvellement ou de nouveaux contrats, qu'il y a une recherche économique pour au moins compenser toutes ces dépenses qui n'ont pas été anticipées. Donc, en ce sens-là, il y a une pression économique. Maintenant, ça reste à regarder sur le long terme. Mais il est sûr que certains secteurs ont été fragilisés, d'autres moins. Donc, à suivre sur le long terme. Bon, alors je vais être très franc, je vous trouve un peu plus tous mesurés le jour J que lorsqu'on s'est parlé ensemble en préparation de cette table ronde. Alors du coup, Éric, oui, de retour avec nous, j'allais dire au bon moment.
la question aujourd'hui à laquelle, en tout cas la question que je posais et qui d'ailleurs reposait sur une réflexion que vous-même, Eric, m'aviez faite sur le fait de dire que, dans un premier temps, il a fallu être sur le front sanitaire pour les entreprises de FM, et qu'aujourd'hui, quand même, la crainte des entreprises et de leurs prestataires est bien de devoir gérer à la fois un front sanitaire qui reste aujourd'hui, on est très loin, même si on parle de plus en plus d'un vaccin, mais on est quand même très loin encore d'une sortie de crise sur ce volet-là, mais aussi d'être sur un front économique, et je veux dire les choses très clairement, pour pas tourner autour du pot. Est-ce que vous vous attendez tous à un retour, à ce que j'évoquais tout à l'heure, à la volonté des clients de vous demander davantage d'efforts sur le plan économique? On sait que les clients sont fragilisés, on sait que beaucoup d'entreprises sont fragilisées. Clairement, est-ce que le prix va redevenir, comme on en parlait déjà il y a 10 ans, le facteur décisif du marché pour les mois qui viennent? Alors, pour nous, enfin globalement, Christophe l'a dit tout à l'heure, le CPMI a réalisé au mois de novembre un livre blanc en fait sur les valeurs ajoutées du facility management. Ce livre blanc, il a pour vocation effectivement d'expliquer ce que sont les valeurs ajoutées du FM outre le prix. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avec l'effet de crise qui se dessine, on en a parlé tout à l'heure, crise sociale, crise économique, c'est certain et il est fort probable effectivement que la valeur économique du contrat va reprendre l'assurance et l'importance qu'elle avait avant. Donc évidemment, on est toujours un peu gêné par rapport à ça parce que quand on parle de FM, on voudrait plutôt parler d'accompagnement de transformation, de marque employeur, de RSE, d'accompagnement à la résilience de nos clients, de maîtrise des risques, parce que c'est ça aussi le FM, et c'est d'abord ça. On est persuadé malheureusement aujourd'hui qu'avec la crise sanitaire, mais elle nous dépasse tous, le sujet économique va revenir et tout le monde le sait. Donc on va être obligé sans doute de modifier, on va dire, notre approche et de reprendre en considération cette considération de prix. Moi, je considère aujourd'hui que cette considération, elle ne doit être que transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on voit le FM comme un sujet économique. Ça dépasse bien au-delà le cadre économique. Si aujourd'hui c'est ça qui devrait être mis en avant, d'ailleurs on le portera, mais il ne faut pas ne garder que ça en tête. En ce qui concerne la crise économique, c'est pareil. Là aussi, on va devoir adapter nos métiers. Il va falloir transformer. On sait très bien que nos clients vont avoir des conditions difficiles en fait dans les prochains mois. Ils l'ont déjà fait connaître. On l'a dit tout à l'heure. Ils nous l'ont déjà fait comprendre. Ça va être à nous d'inventer de nouveaux services, de nouveaux métiers, de travailler avec le collaborateur, pas forcément dans son environnement de travail, mais ailleurs, d'imaginer des solutions, trouver des plateformes logicielles qui vont nous permettre d'optimiser les valeurs immobilières, les surfaces immobilières et les coûts immobiliers en fait de nos clients. Et c'est à nous en fait d'imaginer ces solutions de demain, c'est clair. Et on y travaille déjà, oui, c'est sûr. Oui, Nicolas. Pour rebondir sur le propos, alors moi j'ai la position facile puisque j'ai la position du donneur d'ordre et je me garderai bien de représenter la profession, mais oui, je suis en attente de la part des prestataires, non pas d'une remise, ça n'a pas de sens, moins 5, moins 10% sur des métiers représentés à 80% de main-d'œuvre, donc de tir au SMIC. Voilà, les donneurs d'ordre savent tout cela. Alors effectivement, Bénédicte, il y aura toujours quelque part des délinquants, on va l'exprimer comme ça, mais qui sont plutôt rares, je crois. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu. Mais les donneurs d'ordre sont en attente d'une réflexion de la part des FME sur la façon dont on peut pouvoir encore mieux exploiter nos bâtiments. Il restera de la crise Covid avant et surtout après le vaccin un certain nombre de traces, notamment le télétravail, notamment la diminution de l'usage des surfaces, notamment la création de nouveaux services et puis la disparition d'autres services, probablement, je l'exprimais comme ça, des services plus de qualité et moins de quantité. Il restera une chose qui a été terrible chez Thales lorsqu'on a mis en place la propreté à l'usage, c'est-à-dire qu'on a demandé non seulement une prestation de nettoyage côté prestataire, mais côté thalésien, on a demandé une prestation de non-salissure. Vous imaginez la bronca, l'ingénieur qui dit « moi je suis fait Bac+7, je suis pas là pour nettoyer mon bureau ou pour apporter mon mouchoir au fond du couloir ». Ces sujets, cette fois-ci, sont derrière nous. Ils ont été acquis, admis. Je ne suis pas persuadé qu'ils reviennent sur le devant. Au contraire, il faut l'utiliser, en profiter.
Là, moi, j'attends des prestataires qui continuent à nous accompagner, qui continuent sur ce chemin. Alors j'en profite, Nicolas Cugier, vous évoquez la propreté à l'usage. On sait qu'il y a plusieurs interprétations possibles de la propreté à l'usage. Alors on va pas parler que de propreté, mais c'est effectivement un bon exemple, en tout cas, d'intervention du FM. Il y a l'interprétation que vous en faites, Nicolas, de la propreté à l'usage, mais aussi celle qui consisterait, et peut-être qu'est-ce que c'est un risque qui pèse aujourd'hui sur les FME, et bien finalement des clients qui disent, moi je ne veux payer que pour ce qui a été nettoyé. Et fixement dans la crise, et on sait en plus avec un contexte de taux d'occupation des locaux qui risque de baisser, est-ce que là, on n'est pas face à un risque demain de clients qui demandent davantage de flexibilisation dans les interventions pour aller toujours plus loin dans la recherche d'économies? Bastien, vous faites un drôle de raccourci entre la propreté à l'usage et le paiement à l'usage. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Alors parlons de paiement à l'usage, effectivement. Voilà. Donc, la propreté à l'usage, c'est je nettoie que ce qui est sale quelque part. Hein. C'est ça, c'est l'usage des locaux, l'usage du bâtiment. Le paiement à l'usage est une chose différente. Là aussi, avec toute modestie, on a dans la maison depuis 3 ans mis en place une forfaitisation totale des activités, y compris les activités de maintenance, y compris ce qu'on appelle de la maintenance totale sans plafond, ce qui est quand même le contraire du paiement à l'usage. Je peux vous assurer que c'est moins coûteux pour Thales, et sans parler au nom de Vinci, je crois que c'est beaucoup plus rentable pour Vinci. Beaucoup plus rentable, et je pense qu'ils peuvent même avoir des regrets de ne pas avoir signé un contrat plus long, puisqu'on leur a proposé 7 ans, 9 ans à l'ensemble des prestataires, et qui n'ont pas osé faire devant cet inconnu en disant mais la maintenance totale, ça s'arrête. Donc c'est un débat, Bastien, qu'il faut avoir, mais que je ne mélange pas avec la notion de propreté à l'usage. Alors, je corrige, je vais parler de paiement à l'usage, puisque effectivement, c'est bien de ça dont il faut parler. Est-ce que, clairement, ce type de demande ne risque pas, alors je veux pas donner d'idée aux clients qui nous écoutent, mais en fait, c'est pas un sujet nouveau. Est-ce que, sans y passer non plus trop de temps, mais est-ce que, alors je m'adresse à Christophe Leroy, à Bénédicte Pierre ou encore Eric, est-ce que c'est un sujet qui peut arriver sur le tapis avec des clients qui vont vouloir, évidemment, et on les comprend, trouver encore des pistes pour économiser sur ce type de prestations? La flexibilité, c'est déjà quelque chose qui est évoqué. Je veux dire, c'est pas une nouveauté. C'est pas quelque chose qu'on va sortir du chapeau en disant demain on est flexible. On a vendu quand on a développé le facility management au démarrage. Faut rappeler quand même l'origine en fait. C'est que en fait le facility management au départ, il était très orienté immeuble, il était très orienté technique. Et les clients, ce que voulaient les clients dans le facility management, c'était la sécurisation de leurs actifs. Donc la sécurisation de leurs actifs, ça passait par des contrats forfaitaires qui n'étaient pas des contrats au juste besoin, qui étaient des contrats de sécurisation. Je parlais tout à l'heure de maîtrise des risques. C'était ça le sujet du FM. Donc évidemment, après on a fait évoluer les contrats de FM davantage vers le service, tourné plutôt vers l'occupant. Donc aujourd'hui, à partir du moment où c'est tourné vers l'occupant, il y a plus une notion servicielle, une notion d'utilisation à l'usage, comme disait Nicolas. Donc évidemment, à partir du moment où on s'est tourné vers les occupants, on a su adapter nos services et on les rend flexibles. Je pense que la notion de contrat forfaitaire aujourd'hui en FM, elle évolue pour 2 raisons. La première, c'est que le client paye ce dont il a besoin, juste ce dont il a besoin. Et puis nos métiers doivent aussi évoluer dans un sens de flexibilité contractuelle. Vous parliez tout à l'heure de contrat. Moi, je pense que le contrat, c'est le point de démarrage d'une discussion. C'est pas l'aboutissement. C'est-à-dire que quand on arrive à la formalisation d'un contrat, c'est là où on va commencer le travail. D'ailleurs, le contrat, je ne sais plus qui disait tout à l'heure que le contrat, on en parle quand il y a une difficulté. Pour moi, c'est un point de départ. Le contrat, ce sera l'évolution tout au long de la durée contractuelle du service et l'adaptation des services. On le voit aujourd'hui dans la crise sanitaire. Quand les clients nous disent, moi, maintenant, j'ai 30% de mes collaborateurs en place, il faut faire 30% des services, on est bien obligé de s'adapter. Tout le monde traverse des difficultés. Donc, il faut qu'on adapte nos services. La crise nous accélère sans doute le processus, mais on y avait déjà pensé avant. Ça existe déjà. Les contrats flexibles existent déjà. Sur ce
point, peut-être Pierre Germain ou Bénédicte Joubert, justement, dans ce type de demande. On le sait, tout le monde parle flexibilité. On ne peut pas aujourd'hui ouvrir un média ou écouter une conférence sur le monde du travail sans entendre parler de flexibilité. Est-ce que là encore, c'est quelque chose sur lequel les FMR vont être sollicités? Alors, on a déjà, comme dit Eric, on a déjà commencé cette flexibilité depuis longtemps. On n'est pas encore à l'étape de paiement à l'usage. Ça viendra peut-être, hein, mais ça nécessite en tout cas des modalités contractuelles, voilà, qui restent vraiment à définir. Mais aujourd'hui, on est dans une étape pour moi transitoire où on est déjà dans cette flexibilité. Je vous donne un exemple. Plusieurs clients nous ont demandé de nettoyer que les bureaux des gens qui n'étaient pas en télétravail. Sauf que c'est pas facile de nettoyer un plateau de 50 personnes et savoir quelle personne ce jour-là était présente ou non. Donc, il a fallu mettre en place des systèmes visuels pour indiquer à l'agent de propreté, par exemple, que le bureau avait été occupé cette journée-là. Et puis, de la même manière, permettre le collaborateur qui revient le lendemain d'avoir bien l'assurance que son bureau a été nettoyé. Donc, il a fallu mettre en place des solutions qui déjà, quelque part, confinent. Mais si on parle de facturation au sens tel, on n'y est pas encore. Il y a déjà eu une adaptation des forfaits, des forfaits contractuels suite au premier confinement, mais pas prestation par prestation. Alors, je vais poser du coup, puisqu'on parle de la question aussi de savoir ce que la crise, ce moment de crise, on l'a déjà évoqué, peut apporter au secteur. Finalement, si le risque est bien demain, en tout cas le risque, ou si on appelle ça un risque, certains clients vous demandent, alors 5, je ne sais pas quel pourcentage, jusqu'à quel pourcentage aller, 5, 10, 15% d'économie, et évidemment ces demandes-là vont avoir lieu, même si vous disiez que on était au début du commencement de ce type d'attitude, mais je dirais comment on répond à ça? Comment on répond à ces demandes d'économie, je dirais, tout en tenant compte de la discussion que nous avons eue précédemment sur les valeurs ajoutées du FM, sur aussi tout le travail dans lequel s'est engagé le secteur. Comment, effectivement, on répond à ces demandes d'économie? Jusqu'où on va? Pour l'essentiel, c'est de l'adaptation de ressources. Faut être clair. Les idées, faut quand même bien comprendre. Enfin, moi, je vais pas parler pour des fédérations de services. Christophe a expliqué qu'on travaillait avec les fédérations de services et chaque fédération de services, en fait, organise ses prestations. Si on interrogeait la FEP pour savoir effectivement le paiement à l'usage, je pense que Philippe Joignet aurait sans doute une position particulière par rapport à ça qu'un FMR partagerait peut-être ou pas éventuellement. Donc, je pense que c'est assez compliqué, mais notre métier fait de main-d'œuvre. Pour l'essentiel, c'est de main-d'œuvre. Les métiers de service, les métiers techniques sont pour l'essentiel un peu moins dans le technique des métiers de main-d'œuvre. Donc, la réduction, en fait, la flexibilité demandée par nos clients, c'est de la flexibilité de prestations de main-d'œuvre. C'est du personnel. On le voit dans la technique. Beaucoup de clients évoluent aujourd'hui sur la notion de préventif et de curatif. On a beaucoup travaillé sur une notion de préventif, en préservation des actifs, comme je le disais tout à l'heure. On voit aujourd'hui émerger des solutions qui sont plutôt des solutions curatives. On est sur le prédictif, on est sur la réparation de l'équipement plutôt que d'un entretien forcené, permanent, etc. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, on va apporter des solutions, il y aura des solutions économiques sur ces sujets, mais qui sont des solutions sur l'optimisation de la production de main-d'œuvre, c'est clair. Alors, est-ce que les FMR ne vont pas être demain confrontés à ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, finalement, entre d'un côté, effectivement, des demandes d'économie, de l'autre côté, des demandes pour mettre en place des solutions innovantes? On sait que la crise va accélérer sans doute certaines tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant le confinement et l'arrivée de ce virus, la mobilité, les nouveaux modes de travail, et aussi un sujet dont on parlait très peu, il faut le reconnaître, avant le confinement, qui est le télétravail. Donc, comment voyez-vous demain votre rôle avec vos clients, qui soient dans le domaine tertiaire et industriel, donc à la fois des besoins ou de l'expression de demandes d'économie, et de l'autre, l'attente de solutions innovantes pour accompagner ces usages, notamment le télétravail? Comment répondre à l'émergence de ces nouveaux usages? Alors, qui veut répondre? Peut-être, alors pour vous laisser le temps peut-être de réfléchir, peut-être Nicolas, un mot du point de vue du client. Demain, oui, à la fois. Je vais vous aider. C'est clair que un donneur d'ordre qui se retrouve dans une injonction par son COMEX ou sa direction financière
en disant faut que tu te débrouilles pour faire moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, il est parfaitement conscient que ça ne va pas être le même service, évidemment. Là-dessus, il faut être vraiment très malhonnête pour imaginer que c'est le même service. Et on comprend bien aussi que cela a un impact direct sur la quantité de main-d'œuvre, parce que ces services sont représentés essentiellement de main-d'œuvre. Là aussi, ça n'a pas de sens. Et c'est là où les donneurs d'ordre sont quand même en attente d'innovation, c'est-à-dire de sortir aussi du tout main-d'œuvre, de ce que j'appelle la simple mise à disposition de main-d'œuvre. La frontière que ne doit pas franchir un donneur d'ordre, je m'adresse à mes collègues, c'est la frontière de la marge du prestataire. C'est pas notre sujet. Et je dis souvent, mais heureusement que les prestataires font de la marge. Heureusement, j'espère simplement que cette marge leur permet d'investir, de former, voilà, d'améliorer et de mieux incarner la filière. Donc, un donneur d'ordre qui demain, vous connaissez certains donneurs d'ordre qui sont en situation épouvantable, hein, pire que les prestataires. Hein. Je pense notamment aux gens d'hôtellerie ou les compagnies aériennes vont se retourner les prestataires en disant bon bah désolé, il faut qu'on fasse moins X%. Ils sont bien conscients que ça va pas être le même service. Comment le prestataire organise une réponse pour aider à réduire la surface, pour aider à réduire la quantité de services, pour réorganiser les services, pour peut-être mieux impliquer des occupants dans le service. C'est ça, c'est cette question que posent les donneurs d'ordre. Comment vous allez réfléchir, quelles propositions vous allez pouvoir émettre sur la table en ce sens? Alors justement, peut-être un mot avant de passer aux questions du public. Sur un sujet comme le télétravail aujourd'hui, comment le FM peut accompagner ce type de nouveaux usages? Je dis télétravail, c'est la mobilité des salariés de manière peut-être un peu plus générale. C'est une vraie question, Bastien. Le télétravail, on en a parlé. Je reviens juste sur un sujet, c'est le service aux occupants. Quand on a commencé on nous a posé les mêmes questions sur le service aux occupants il y a 5 ans, en nous disant mais qu'est-ce que vous faites pour les occupants? Vous travaillez bien sur nos immeubles, mais qu'est-ce que vous faites pour nos occupants? Et en fait, on a su adapter nos services puisque je le disais tout à l'heure, le FM est devenu plus serviciel qu'il n'a été. Il y a 10 ans, quand on regardait ce que c'était avec le FM, c'était plutôt de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est vraiment tourné utilisateur. Demain, il va falloir penser le FM tourner utilisateur là où il se trouve, c'est-à-dire en fait chez lui ou dans des espaces de coworking. Il va falloir qu'on travaille à ces sujets, qu'on trouve des solutions qui vont être des solutions logistiques, qui vont être des solutions de service. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à ça, c'est que le travail du FM s'est vendu au départ par la massification. C'est-à-dire que ce qui faisait l'intérêt aujourd'hui du facility management, c'était l'agrégation, on va dire, de différents services qui étaient pilotés. Mais ce qui faisait sa force aussi, c'était sa capacité justement à agréger et à massifier. Je ne sais pas, et ça c'est plutôt une réflexion personnelle, je ne sais pas imaginer aujourd'hui dans un déploiement territorial de l'activité comment massifier, on va dire, les services pour les rendre attractivement économiquement attractifs plutôt, et puis en même temps avoir une notion de service qui soit performante. C'est vraiment une réflexion. Sur le coworking, je dirais globalement, ce sera du service FM dédié sur des plateformes de bureaux, un peu comme sur des immeubles tertiaires. Sur la partie en télétravail, c'est une vraie réflexion à mener. Eric, pardonne-moi. C'est la logistique que l'autre chose de mon point de vue. Ouais, Eric, je suis entièrement d'accord. Hein. Le FM s'est créé sur l'externalisation, puis la massification, et désormais il doit se poursuivre sur l'invention de cette filière, hein, qui on voit bien hein, qui n'existe pas, qui est cette agrégation de services. Quel type de service? Je participe à des dossiers actuellement où on se pose des questions et on se dit mais est-ce que le FMeur, c'est quelqu'un qui va livrer des tables et des chaises au domicile de nos salariés? Est-ce que le Sodexo, c'est quelqu'un qui va aller livrer des repas pendant les temps de télétravail? Toutes ces questions, hein, on n'a pas de réponse, on est comme vous. Hein. Et donc, je pense qu'il faut vraiment profiter de la crise Covid pour conduire ce type de réflexion qui va incarner la filière de demain. Je confirme, chez Samtic, on est pareil, en train de réfléchir sur la façon d'accompagner tous ces collaborateurs qui sont maintenant en télétravail. Ça passe par, comme disait Nicolas, par la mise à disposition de factotums pour venir livrer des documents, livrer des cartouches d'encre même pour le domicile, la notion de planning repas, la notion également de conciergerie digitale qui peut apporter également contribuer à la qualité de vie à domicile. Tous ces sujets sont en pleine réflexion. C'est effectivement très très tôt pour avancer quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que ce soit au niveau du domicile ou au niveau du lieu de travail ou même peut-être sur le trajet,
il y a une réflexion à mener en étroite collaboration avec le client pour bien connaître de manière très fine le profil des différents collaborateurs, faire une cartographie de quelles sont leurs habitudes de travail, quelles sont leurs attentes pour pouvoir définir les services de demain. Et typiquement, face au télétravail, il va y avoir une demande, pense-t-on en tout cas, croissante dans un deuxième temps de services sur le lieu de travail, puisque les collaborateurs qui seront télétravail, et cette tendance d'avis assez générale va perdurer, vont avoir des nouvelles attentes en venant sur le lieu de travail d'une plus grande sociabilisation. Et donc, le mobilier, la configuration des locaux, les services que l'on va pouvoir apporter vont être à définir dans les prochains mois. Absolument. Alors, l'heure tourne, malheureusement, on ne peut pas arrêter encore l'horloge, donc on va quand même prendre des questions qui nous ont été posées à travers la plateforme. Alors, notamment une question sur ces demandes d'économie, et la question est celle-ci finalement. Est-ce que demain, les clients accepteront encore longtemps pour payer une fonction de pilotage, hein? Les clients, je repose la question, les clients accepteront-ils encore longtemps de payer cette fonction après la crise, cette fonction de pilotage après la crise? J'ai envie de dire pourquoi pas. En fait, le pilotage aujourd'hui, c'est la réalisation et c'est l'orchestration de tous les services. C'est indispensable, alors que les clients le faisaient avant, en fait. Ça s'est externalisé. Je rappelle qu'il y a une partie du facility management qui reste internalisée dans les entreprises. Et on ne se pose pas la question de savoir quelle était la nécessité d'avoir des DET dans les entreprises ou ce qu'on appelle les services généraux avant. À partir du moment où on choisit de le faire et de l'externaliser, la question se pose de savoir si ça a du sens de le payer. Je vois pas trop, en fait, je vois pas trop la question par rapport à ce qui se faisait avant. Je pense que Nicolas a décrit la question pour Nicolas. Non, mais Christophe, enfin, on a beaucoup échangé avec Eric et y compris Christophe. Moi, je me pose la question, je ne suis pas persuadé qu'on n'a pas d'abord un petit problème philosophique de définition. Est-ce que les FM, c'est bien le pilotage? Est-ce que c'est pas plutôt l'intégration des services? Parce que le pilotage, pour un certain nombre de gens, c'est quelque chose qui semble pouvoir se décorréler de l'exécution des services. Or, ce n'est pas le cas, et c'est ce que souligne Eric. Est-ce que les FMR vont pas devenir d'abord, avant d'être des pilotes, des véritables intégrateurs de services? Et cette intégration de services, c'est-à-dire l'agglomération des services qui vont ensuite s'incarner dans des bureaux, tels que le précise Bénédicte, dont les gens vont venir au bureau, non plus pour s'enfermer dans leur bureau ou derrière un PC, pour justement travailler ensemble, ou l'agglomération de services à imaginer au domicile, parce que là, cette fois-ci, ils ne vont pas travailler ensemble, ils sont à leur domicile. Donc, ils sont plutôt derrière leur PC, mais ils ont besoin de systèmes qui leur permettent de rester productifs. Donc, est-ce que l'avenir du FM, c'est pas ces services aux environnements de travail au travers de cette agglomération, plus qu'au travers d'un pilotage qui, dans le référentiel de beaucoup, comporte une notion finalement implicitement en creux de prédation, voire même de KPI, de maintien des indicateurs, et ce qui n'est pas vrai. Le métier du FM de demain est probablement l'intégration de ces services. Pardon. Juste sur une remarque, Bastien. Oui. Je suis d'accord pour dire qu'il y a les deux, il y a intégration et le pilotage. Je voulais juste refaire une remarque sur le pilotage. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Les pilotes FM, pendant la crise, ils étaient sur les sites. Ils ont travaillé sur les sites. Donc, on a des clients qui l'ont dit, ça a été dit dans des tribunes, on a des clients qui nous ont dit qu'heureusement que les pilotes FM étaient là pour faire le travail, parce que s'ils n'avaient pas été là, il n'y avait plus personne pour gérer la notion de service dans certaines entreprises. Donc, quand on parle effectivement du coût du pilotage, il faut corréler le service et la prestation vendue, en fait, au prix. Alors, j'ai vu des mains se lever rapidement, s'il vous plaît, si vous vouliez faire un commentaire. Christophe Leroy, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, j'interviens en 30 secondes en fait sur la notion bien évidemment de pilotage. Simplement, nous avons un groupe de travail, notamment cette année en 2020, sur justement la notion de pilotage. Et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on s'est posé la question en fait du contour d'intervention du pilote par rapport effectivement à ce qu'on peut lui demander. Et on a été, je dirais, interloqué lorsque l'on voyait notamment
les offres d'emploi qui étaient proposées pour les pilotes, avec effectivement des profils qui étaient, passez-moi l'expression, complètement hallucinants, où on demandait 3 langues vivantes, où on demandait effectivement 12, etc. Donc, à partir du moment où on demande ce type de profil à un pilote, c'est-à-dire qu'il a nécessairement vocation à avoir une compétence, je dirais, légitime dans l'entreprise, et le fait de le payer, c'est-à-dire de payer une prestation qui va au-delà, en fait, simplement de l'agrégation, qui va plus dans l'orchestration dont parlait Eric, moi, ça me paraît complètement légitime. Donc, en fait, l'idée de la question, en fait, j'ai du mal à l'apercevoir, mais par rapport à ce qu'on demande sur le marché, je peux vous assurer que le pilote a sérieusement intérêt d'avoir fait énormément d'études et d'être très brillant. Alors, une question qui vient de l'un de vos confrères. Pensez-vous que les donneurs d'ordre sont suffisamment sensibilisés sur les difficultés sociales des prestataires et l'accompagnement nécessaire dans ces ajustements de prestations? Alors, est-ce que vous pensez que les donneurs d'ordre aujourd'hui sont suffisamment sensibilisés sur ces questions, sur les difficultés sociales? J'aurais tendance à dire qu'avant l'externalisation, c'était eux qui les supportaient, donc je pense qu'ils sont forcément sensibilisés. Voilà, après, je pense que la crise, on l'a tous partagée. Je pense qu'ils l'ont vécu, les donneurs d'ordre et les prestataires l'ont vécu de la même manière. Et pour paraphraser ce qui avait été dit dans un article récent, on accompagne la résilience de nos clients. Donc, on est en travail symétrique, c'est-à-dire que les difficultés sont partagées, on les vit tous au quotidien. Et on les partage. Maintenant, on les partage plus. Nous, on les porte davantage, effectivement, quand c'est dans du FM externalisé. C'est nous qui devons porter la résolution des problèmes. Mais ça se fait toujours en partenariat avec nos donneurs d'ordre, c'est clair. C'est le travail partenarial sur ces sujets et c'est la flexibilité du contrat, justement, dans ces situations vécues qui fait qu'on arrive à dépasser le cap du pur engagement contractuel et à travailler ensemble à la résolution de nos solutions. C'est évident. Bon, alors j'ai peut-être une question qui va nous emmener vers la conclusion et une question évidemment un petit peu orientée qui me demande, donc là je pense qu'elle s'adresse soit à Christophe Leroy, soit à Éric Lefio, de nous rappeler quelles sont les valeurs ajoutées majeures du FM telles qu'elles ont été définies dans le livre blanc du CIPEMI. Je vous laisse peut-être soit Christophe, soit Éric nous citer un peu ces valeurs et peut-être nous dire quand est-ce que le livre blanc sera accessible et publié. Alors, je vais juste prendre la parole là-dessus. Alors, pour ceux qui veulent, et ils sont nombreux, et je les en remercie d'ailleurs, on les en remercie tous, ceux qui veulent effectivement un exemplaire, puisque nous ne mettons pas à disposition la version dématérialisée pour l'instant sur notre site. Donc, nous allons envoyer le livre, simplement. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site pour le réclamer, et ça sera à partir de cette semaine. Voilà, donc à partir de cette semaine, vous allez pouvoir le recevoir. Les valeurs ajoutées qui ont été mises en exergue dans le livre blanc, c'était 5 axes qui partaient donc du développement de la compétitivité de l'entreprise, la sécurisation, qui est quand même un élément majeur qu'a rappelé Eric tout à l'heure, pour améliorer la maîtrise donc des risques du client, l'accompagnement à la transformation, et ça rejoint la dernière question, des entreprises, donc de tous ces paramètres, à la limite, on peut parler économique et puis environnemental. La contribution à l'attractivité de la marque, ça c'est très marketing, mais c'est ô combien aujourd'hui important. C'est même central aujourd'hui pour revaloriser une marque qui a peut-être été un peu détériorée par ces temps de crise. Et en fait, concrétiser l'engagement RSE de chaque entreprise. Voilà, ça, c'était les 5 axes. Et ce que je tiens à préciser, parce que c'est toujours, quand on invite effectivement des membres du CIPEMI, on dit, c'est bien, ils prêchent la bonne parole. Sachez que dans ce livre blanc, nous avons donné la parole aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, on a un retour d'expérience et c'est eux qui nous ont donné véritablement la possibilité de parler de leurs problèmes et des solutions qu'on a pu trouver ensemble, puisque je parlais de partenariat tout à l'heure. Bon, et bien, écoutez, merci. Alors, 60 minutes, ça passe effectivement très vite. D'habitude, on est sur des formats un peu plus longs pour parler du facility management et de ses enjeux. Donc, j'espère que, comme quelqu'un le précisait dans les questions, que l'année prochaine, on pourra se retrouver de nouveau physiquement en présentiel. Alors, il me
me reste quand même encore une fois à vous préciser, avant de nous quitter, que nous allons, que vous pouvez retrouver le numéro spécial FM que vous pourrez consulter en feuilletage gratuitement à partir d'un lien qui sera dans l'email de replay de la conférence que vous recevrez dans la journée. Vous précisez encore, donc vous rappelez également que d'ici 30 minutes commencera notre deuxième webconférence consacrée à l'hospitality management et animée par Julie Nowen, rédactrice en chef de Workplace Magazine. Merci à nos partenaires dont les noms s'affichent sur votre écran. Donc, merci encore une fois à eux de nous soutenir dans nos initiatives dans le domaine du BFM. Merci également encore une fois à nos invités et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt et n'oubliez pas de vous connecter pour la prochaine table ronde. Au revoir. Okay, merci. Au revoir tout le monde.